Dans un instant, vous allez écouter une rencontre avec Paulin Ismar, maître de conférence HDR en histoire grecque à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France, enregistré à la librairie Ombre Blanche, mercredi 27 novembre 2019. Il y présentait son ouvrage La Cité et ses esclaves, fiction, institution, expérience, publié aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Donc je voulais remercier juste Paulin Ismar d'avoir accepté notre invitation à propos de son dernier livre, donc La Cité et ses esclaves, aux éditions du Seuil. Donc merci Paulin d'être venu ce soir à 19h. Merci à tous, merci à l'Artella d'avoir fait aussi, je l'ai bien vu, une forme de communication importante. Et surtout, merci Jean-Claude Carrière d'avoir accepté de mener un peu le débat avec Paulin. Voilà, merci à tous. Je commence donc. Ma foi, je me dis simplement deux mots pour présenter Paulin Ismar, que vous ne connaissez peut-être pas, comment dire. Paulin Ismar Paulin Ismar est maître de conférence à l'université de Paris 1, enfin Panthéon-Sorbonne, et comme il appartient au laboratoire Anima, que nous voyons souvent paraître, Anthropologie, Histoire des mondes antiques, et il a écrit en moins de 10 ans. Je crois que vous en êtes, Paulin, à votre 4e tome. Ils sont tous là, et bien avant celui-là. Et déjà, votre premier livre sur la cité des réseaux m'a beaucoup servi. Tenez, pour Athénée, dont on parlait tout à l'heure, et qu'on vient de publier. Bon, quant à moi, vous le savez, je ne suis pas spécialiste tout à fait de l'esclavage, mais étant à l'origine de Besançon et de l'équipe Lévesque, je me suis évidemment pas mal investi dans l'esclavage, dans des petits cahiers autrefois. Je me suis investi donc dans des petits cahiers autrefois, des cahiers d'associations régionales, et c'est quelque chose que j'ai continué à suivre pas mal jusqu'à il y a une dizaine d'années. Grâce à vous, je suis revenu dans ces derniers jours. Bon, vous êtes habitué quand même, je pense, à la fois à ce type de conférence. Vous avez parlé pas mal sur votre bouquin sur Socrate, a fait des épisodes, radiodiffusés aussi. Vous êtes occupé aussi de la BD sur Alexandre. Ça intéresse pas mal aussi, comme pour le Crata. Je ne vais pas présenter votre livre. C'est un livre donc qui prend la suite. Nous avons une série de livres sur l'esclavage en France qui servaient depuis, j'allais dire, le Garland, vous savez, sur les esclaves grecs. Dans le plus récent, je crois que c'est finalement celui d'Escale et Andro, je crois, celui que nous avons utilisé jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et votre livre, prend la suite de cet ensemble. Après, je le répète, 3 autres gros livres et différents articles. Bon, je crois que je ne le présenterai pas davantage. C'est un livre, évidemment. Travailler sur les esclaves, c'est terrible. Il y a déjà dans les années 80, je crois qu'on comptait pas loin de 6000 titres parus des bouquins. C'est donc maîtriser un ensemble pareil est tout à fait considérable. Ça suppose qu'on maîtrise le droit grec, c'est-à-dire le latichérès de Lipsius et beaucoup d'autres choses, Harrison, Gernet. Donc, non seulement le droit, mais tout cet ensemble d'histoires qui a beaucoup évolué, qui a commencé avec les complexes des Occidentaux, puis qui a continué avec le marxisme des années 80. C'était pas mal ça, comme on disait tout à l'heure, le mode de production asiatique, et qui, après le bouleversement entraîné par Finlay, est devenu encore autre chose. Et vous êtes plutôt dans cette suite. C'est-à-dire que votre livre, non seulement est très érudit, mais vous avez lu aussi, me semble-t-il, tous ceux qui permettent une réflexion véritablement philosophique sur ce phénomène quasiment universel de l'esclavage. C'est-à-dire, vous avez lu Verne, Laureau, Vidal-Naquet, Vernant, et puis Finlay, Garland, tous ceux que je signais. Il y a Garnzé. Garnzé aussi était un des bouquins, assez récents. Et peut-être aussi Aldo Schiavone, qui vraiment apporte pas mal. Bon, et surtout, votre bouquin, il me semble, il est très intéressant par son espèce de modernité, parce que c'est une interrogation, ironique à tous les sens du terme, puisqu'il revient sur le grand paradoxe qui est l'esclavage, c'est-à-dire
un humain qui n'en est pas un, et qu'on peut battre et qui souffre. Enfin, il y a un énorme paradoxe. Le lien constitutif qu'il y a à Athènes entre l'esclavage et l'arrivée de la démocratie, et peut-être encore plus le lien qu'il y a entre l'esclavage et le salariat d'une façon générale. Ça va comme introduction ? Oui, tout à fait. Bon, je crois que maintenant, comme nous en sommes comme dit tout à l'heure, on va passer un petit peu, je vais vous poser... J'ai suivi carrément pour des questions, puisque vous avez plutôt préféré des questions à faire un topo tout seul, si je peux dire. J'ai carrément suivi votre ouvrage en faisant un ensemble de questions, ou une batterie de questions, si je peux dire, pour chacun de vos chapitres. Et donc, mon premier ensemble de questions concernera votre chapitre 1, la propriété des esclaves, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que c'est qu'un esclave ? Qu'est-ce que c'est qu'être propriétaire d'un esclave ? Où est-ce que ça se situe comme bien possédé dans le timéma, dans l'appréciation de la fortune, notamment pour des raisons de fiscalité ? Et peut-être encore, donc, pourquoi la propriété du travail est plus importante que la propriété imaginaire de la personne ? Puisque ça crée une relation de pouvoir très inégalitaire qui rappelle le salariat, c'est-à-dire que là, il y a un tas de pouvoir de celui qui engage. Donc, qu'est-ce qu'un esclave ? Qu'est-ce que la propriété d'un esclave ? Où se situe-t-il dans la propriété ? Et pourquoi la propriété du travail est-elle peut-être plus importante que la propriété du personnage ? Alors... Merci. La batterie de questions. Oui, parce que là, il y a énormément de questions que vous posez. Je voudrais juste peut-être dire un mot sur l'organisation générale du livre. Parce que le livre, tel que je l'ai pensé, disons, il s'organise autour de 3 grandes questions. La première, la plus importante, c'est évidemment que c'est un livre d'histoire grecque, qui porte pas tellement sur les esclaves en tant que personnes, mais plus exactement sur l'institution esclavagiste. Sur le fait de l'esclavage, en posant toujours la question, parce que ça me semble extrêmement important, de savoir aussi ce que l'esclavage fait au fonctionnement de la société grecque dans son ensemble. Et de ce point de vue-là, vous avez cité Finlay. Pour moi, c'est évidemment une référence essentielle, parce que le point de départ, pour moi, c'est une question très simple, mais très fondamentale qu'avait posé Finlay dans les années 60, c'est-à-dire penser ensemble le développement de la démocratie et de l'esclavage, la fameuse marche main dans la main de l'esclavage et de la liberté en Grèce, puisque la Grèce ou la plupart des cités du monde grec deviennent de véritables sociétés esclavagistes dans le courant du VIe siècle, et c'est le moment où, dans un certain nombre de cités, on voit les institutions démocratiques apparaître. Et donc les 2 phénomènes sont liés. C'est quand même cette question-là que j'essaie de poursuivre. Et en plaçant donc l'esclavage au centre de ce qu'ont été les expériences civiques dans le monde grec, et en particulier l'expérience athénienne, parce que je pense qu'il n'y a aucun élément, disons, de ce qu'est le monde, enfin, disons, les sociétés civiques du monde grec à l'époque classique, qui ne peuvent être éclairés d'une manière ou d'une autre par le fait esclavagiste. Pour prendre un exemple tout bête, le statut du corps, si on pense à l'importance du corps dans la culture grecque, avec cette religion anthropomorphique, et puis dans l'idéal du citoyen, l'entretien du corps, l'importance du gymnase, de l'activité athlétique, on ne peut pas le penser pleinement sans en même temps le mettre en rapport avec le fait qu'un esclave, en droit grec, il est défini comme to soma, c'est un corps, et donc c'est indissociable, mais faire le lien, c'est compliqué à l'expliquer, à véritablement le comprendre. C'est indissociable du fait que des tonnes et des tonnes d'individus dans ces sociétés sont définis comme des corps qui sont la propriété d'hommes libres. Donc, disons qu'il y a une première partie du livre qui est vraiment sur l'institution esclavagiste en Grèce ancienne. Et puis, il y a un deuxième aspect qui, pour moi, est très important, qui est la dimension comparatiste. C'est-à-dire essayer de réfléchir toujours sur les spécificités des sociétés esclavagistes grecques par rapport aux autres sociétés esclavagistes de l'histoire. Puisque pendant très longtemps, c'est encore une fois Finlay qui a un peu créé ce concept de société esclavagiste, en distinguant les sociétés esclavagistes des sociétés à esclaves, donc
et Finlay expliquait, dans des sociétés esclavagistes, les esclaves constituent une partie considérable de la population et l'essentiel du travail repose sur de la production repose sur le travail servile. Et Finlay disait, il n'y a que 5 sociétés esclavagistes dans l'histoire, la Grèce, Rome, le Brésil, les Antilles et l'Amérique coloniale. Et il les différenciait de toutes les autres sociétés qui avaient eu recours à des esclaves, mais qui auraient été que des sociétés à esclaves. Alors cette dichotomie, elle est erronée maintenant d'un point de vue historique, au sens où le nombre de sociétés esclavagistes sont beaucoup plus grandes que ce que pensait Finlay. Mais le concept même de société esclavagiste, je pense qu'il a vraiment du sens et qu'il y a de très nombreuses, disons, questions ou d'interrogations qu'on peut poser à l'esclavage gréco-romain à partir d'une interrogation comparatiste. Donc il y a cette deuxième dimension dans le livre qui est vraiment le travail comparatiste. Et puis il y a une troisième dimension qui est que les chapitres d'histoire grecque sont séparés par ce que j'ai appelé des incises, dans lesquelles j'essaie de réfléchir sur, disons, le lien entre la modernité et l'expérience esclavagiste gréco-romaine. Alors, bon, peut-être qu'on entrera dans le détail après, parce que j'essaierai un peu d'expliquer cela, mais la question, pour la dire de façon très très naïve, c'est tout simplement de dire, dans la mesure où on prétend être les héritiers des Grecs et des Romains, dans quelle mesure on a aussi hérité, à travers cet héritage gréco-romain, quelque chose qui tient à la structure esclavagiste de ces sociétés. Alors, donc c'est un peu, disons que le livre tisse ces 3 types de questions. Pour répondre à votre question donc, sur le premier chapitre, autour de la question de la propriété. En fait, parmi les gens qui travaillent dans une perspective comparatiste sur l'esclavage, il y a, pour le dire un peu vite, schématiquement, mais je crois que c'est vrai, il y a 2 grands types de définitions de ce qu'est l'esclavage. Il y a une définition qui est la plus communément partagée par les historiens, les anthropologues, qui définit l'esclavage par la propriété. Un esclave, c'est quelqu'un qui est la propriété d'un autre individu. Et c'est aujourd'hui la définition qui est valide en droit international depuis 1926. Et c'est à partir de cette définition, depuis la Convention de Genève, qu'on peut aujourd'hui poursuivre des États ou des particuliers pour fait d'esclavage. Mais des anthropologues, des historiens ont montré les limites de cette définition, parce que, en réalité, il y a de nombreux cas de figure où il y a des formes de coercition extrême ou d'exploitation extrême qui ne relèvent pas d'un droit de propriété et qu'on peut qualifier d'esclavage, de la même façon qu'il y a des formes de propriété sur des personnes qui peuvent exister dans de très nombreuses sociétés et qui ne relèvent pas à proprement parler de l'esclavage. Et donc, tous ces chercheurs insistent plutôt sur l'idée du déshonneur ou de l'exclusion fondamentale d'individus. C'est ça qui définirait l'esclavage, et en particulier de l'exclusion de la sphère de la parenté. C'est l'idée de Meillassoux qui est très parlante. L'esclave, c'est avant tout l'anti-parent, celui qui ne peut jamais être inscrit dans l'ordre de la filiation. Ces 2 définitions, elles ont leur sens dans le monde grec. C'est-à-dire, dans le monde grec, effectivement, si on prend des auteurs du IVe siècle, ils vont d'abord définir le fait esclavagiste comme le droit de propriété qu'exerce un individu sur un autre. Mais la question du déshonneur et l'exclusion de la filiation est aussi absolument capitale. Donc d'abord, dans ce premier chapitre, j'essaie de montrer comment se déploie ce régime de propriété au sujet des esclaves, qui est un régime, on peut dire, quand même, de propriété absolue, au sens où c'est un droit de propriété qui va jusqu'à la possibilité de la destruction de son propre bien, puisque dans le droit athénien de l'époque classique, il n'y a aucune procédure qui empêche un esclave d'être, enfin, qui permettrait qu'on poursuive un maître pour le meurtre de son propre esclave. Alors, je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, mais voilà, la propriété, c'est effectivement quand même quelque chose d'essentiel pour essayer, dans une première approche, disons, de définir ce qu'est l'esclavage. Ça revient aussi à la question que je vous posais tout à l'heure. Propriété, j'allais dire propriété d'un corps, mais
propriété d'un corps ou propriété du travail, parce qu'on est dans le grand paradoxe de l'esclavage. Vous savez, Bitina, là, dans Hérondas, elle couche avec son esclave, Ventru, mais il la trompe avec la voisine. Alors, du coup, elle a dit, « Oh, moi, on m'avait bien dit que les esclaves n'étaient pas des hommes. » C'est quand même marrant d'ailleurs au passage. Et du coup, elle l'envoie se faire fouetter elle-même, 1000 coups. C'est-à-dire qu'on est en plein dans le paradoxe de la possession de l'esclave. À la fois, c'est un objet, c'est un godemiché, celui-là, par exemple, mais en même temps, comment dire, on l'envoie se faire fouetter, c'est-à-dire que c'est un homme châtié, si je peux dire. Donc, est-ce que c'est pas justement le travail, dans ce cas-là, la possession du travail, exactement comme chez un salarié qui crée un esclave? Non, quand même, le fait essentiel de l'esclavage, c'est justement que le corps et le travail ne sont pas séparés. C'est-à-dire que le droit de propriété s'exerce indistinctement sur tous les aspects de la personne, sans qu'on puisse dissocier à l'intérieur de cette personne ce qui est son corps et ce qui est sa force de travail. Alors après, ça ne veut pas dire, parce que ça j'insiste beaucoup là-dessus, oui, que ce n'est pas à l'intérieur de la structure esclavagiste. Je pense que c'est à l'intérieur de la structure esclavagiste, mais c'est ce que Yann Thomas en particulier avait montré, que à travers une procédure bien spécifique, qui est le louage d'esclaves, la location d'esclaves, qui en fait est un phénomène massif dans les sociétés anciennes, que quelque chose comme le travail, comme définition abstraite, marchandise, qui est donc qu'on peut séparer d'un corps et qu'on peut mettre sur un marché, c'est à l'intérieur de l'esclavage, dans le cadre du louage d'esclaves, que pour la première fois, le travail comme catégorie abstraite a été conceptualisé. Ça me semble extrêmement important. Mais l'esclavage en tant que tel, c'est quand même l'indistinction du corps et du travail. Alors après, qu'on reconnaisse l'humanité des esclaves, tout en les considérant comme des biens, il n'y a pas un moment où, dans la pensée antique, ça fait problème. Grand paradoxe. On se situe sur des niveaux qui sont totalement différents, de la même manière que toute la pensée antique, que ce soit les philosophes grecs du 5e, 4e ou les juristes romains de la fin de l'Empire, ils posent comme une évidence l'égalité naturelle des êtres humains. Il n'y a absolument aucun doute pour eux là-dessus. Après, tout ce qui est vraiment particulier, je pense que ce qui fait coupure avec notre modernité, c'est que pour eux, cette égalité naturelle ne fonde pas des droits, ne peut pas être à l'origine des droits. Donc, il y a l'idée d'une supériorité du droit positif, du droit tel qu'il existe dans les cités ou dans ces sociétés, par rapport à ce qui présente quand même, en tout cas les juristes romains, comme un droit naturel dans lequel les individus peuvent être égaux. Mais en tout cas, l'égalité du genre humain d'un côté et le fait qu'un esclave, tout en étant la propriété de quelqu'un, est bien reconnu comme étant un homme ou une femme, c'est pas un problème. Il n'y a pas de contradiction. Mais le problème avec le salarié n'est-il pas justement que l'esclave, comment dire, le salarié qui par contrat entre soi-disant hommes libres vend son travail, il le vend à quelqu'un qui va lui imposer des cadences, des horaires, etc. C'est-à-dire que ce qui est en apparence un contrat entre deux hommes libres et égaux finit par être finalement un contrat entre quelqu'un qui, d'une certaine façon, en vendant son travail, s'est vendu aussi et est obligé de se soumettre à des choses qui le rapprochent de l'esclavage. Complètement, mais de toute façon, c'est ce que la pensée socialiste du 19e siècle disait. Déjà, le salariat, c'est un régime de location de l'homme par l'homme. Moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, mais c'est une hypothèse un peu, disons, à grande enjambée, c'est de montrer que les catégories juridiques du monde gréco-romain, en particulier concernant, je le répète, la location de l'esclave, ont, d'une certaine façon, traversé l'histoire et sont en partie à l'origine du contrat de travail moderne tel qu'il s'élabore à la fin du XIXe siècle. En fait, il y a une catégorie juridique romaine qui est la locatio operarum, par laquelle, et qui est particulière, en fait, les juristes romains réfléchissent à cette catégorie dans une situation bien spécifique, qui est celle du louage d'esclaves. Puisque tout le problème, quand on loue un esclave, c'est de savoir qu'est-ce qu'on loue.
On ne loue pas la personne, on loue son travail. Donc le droit du propriétaire demeure sur l'esclave, mais de cet esclave, on extrait quelque chose qui est le travail qu'emprunte celui qui à ce moment-là, va louer l'esclave. Et c'est dans cette pratique que le droit romain, pour la première fois, a dissocié le travail de la personne qui l'accomplit. Et cette catégorie de la locatio operarum, c'est la catégorie, alors qu'il y a une immense histoire, évidemment, depuis le droit romain, mais c'est sous son égide que le contrat de travail se formalise en droit à la fin du XIXe siècle. Parce que, fondamentalement, mais c'est ce que des juristes aujourd'hui qui travaillent sur l'histoire du contrat de travail à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, montre bien que le contrat de travail tel qu'il s'élabore est un contrat qui porte sur une chose, avec fondamentalement, c'est-à-dire vraiment si on réfléchit morphologiquement à ce qu'est le contrat de travail, le salarié qui, d'une certaine façon, est le fermier de son propre esclavage. C'est ce que vous disiez. C'est-à-dire... Oui, mais dans ce cas-là, j'allais dire, ça devient cette relation de pouvoir, c'est une fiction de posséder quelqu'un. Ça veut dire simplement que c'est une relation de pouvoir, dans ce cas-là, cette possession. Oui, mais qui en droit a des effets quand même décisifs, puisque ça peut aller jusqu'à la destruction de la personne. C'est aussi, il y a plein de symboles là-dessus. On parle souvent de la violence qui n'est contrôlée par rien, mais la violence, c'est aussi tout à fait un symbole. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai le pouvoir que je bats mon esclave, lequel a le droit de battre mon âne, mais j'allais dire, chaque fois, l'homme, le propriétaire bat sa femme aussi, c'est normal, c'est lui qui a le pouvoir. Et la femme, à la limite, peut battre son gamin parce que c'est elle qui a le pouvoir. Et donc, tout ça repose sur des relations de pouvoir extrêmement multiformes finalement, et peut-être pas simples, parce que est-ce que l'homme possède sa femme aussi? Et pourtant, comme il est supérieur, il a le droit de lui mettre une mornifle. Poum! Enfin, il avait, je parle évidemment dans un système. Donc, est-ce qu'on n'est pas chaque fois dans des relations de pouvoir plutôt que... Qu'est-ce que c'est que la possession dans ce cas-là? La propriété, le droit de propriété est une modalité du pouvoir. C'est pas la propriété qui explique le pouvoir. Mais bien sûr, il y a d'abord une relation de pouvoir, mais qui en droit s'exprime, se traduit par un droit de propriété. Et c'est pas un droit de... il s'exerce pas de la même façon sur un esclave que sur une femme. Oui, est-ce qu'on fait de statut libre? Là, il y a votre insiste sur le robot. Est-ce qu'on en parle? Parce que c'est vrai que ça nous... Vous avez, comment dire, le rapport entre un robot est-il un esclave ou un esclave est-il un robot? Si je peux dire, ça fait partie de votre incise 1 à ce chapitre. Est-ce que c'est une question à poser? Parce que ça peut-être nous écarter un peu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, en fait, ce qui m'intéressait dans ce chapitre, c'est de voir la façon dont des juristes contemporains, réfléchissant sur le statut des robots... La création d'une personne. Aujourd'hui, voilà... Qu'est-ce qu'une personne? La question est de savoir, dans la mesure où on a des robots de plus en plus perfectionnés, qui sont capables de s'adapter à leur environnement, qui apprennent, donc qui progressent, etc., donc qui s'individualisent les uns par rapport aux autres. Et tout l'enjeu, c'est de savoir quelle forme juridique on donne à ces robots. Et cette question, elle se pose dans plein de configurations aujourd'hui de droits très très concrètes, mais au point que le Parlement européen, en 2017, a... fait une déclaration intimement aux États, enfin intimement en tout cas réclamant des États européens qui réfléchissent à la question et disant qu'à terme, d'ici avant 2030, dit la déclaration du Parlement, il faudra réfléchir au statut de personne ou pas à attribuer aux robots. Bon, et en fait, donc il y a toute cette discussion autour du statut légal des robots et est-ce qu'on leur accorde le statut de personne juridique à proprement parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, chez les juristes contemporains, quand ils veulent réfléchir à cette question-là, une résurgence des droits antiques, du droit romain évidemment davantage que du droit grec, parce que précisément en raison de l'esclavage, les droits romains, le droit romain et le droit grec ignorent en fait la catégorie de personne juridique au sens moderne, mais à des tonnes de façon de concevoir des statuts de dépendance. Et l'esclave en est un. Donc, d'où la réflexion, par exemple, autour du pécule digital. Donc, c'est des juristes contemporains qui expliquent que des robots pourraient avoir des formes d'autonomie relative qui seraient
enregistrés dans leur propre pécule, on les doterait d'un pécule, et savoir comment fonctionne un pécule, comment ça peut marcher en droit, eh bien, c'est évidemment le droit romain de l'esclavage auquel on fait appel. Et donc, moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'est en partant de cette question des robots, c'est aussi de réinterroger la notion de personne ou de personnalité juridique qu'on utilise un peu trop facilement pour décrire même les droits gréco-romains, alors que je crois que c'est précisément des droits qui ignorent la notion de personne juridique au sens où nous, on l'entend et où c'est vraiment central dans le fonctionnement de nos droits. Oui, mais là, c'est vrai que le vrai problème se pose parce qu'un robot, maintenant, apprend. C'est-à-dire il continue à être formé régulièrement, il finit par savoir beaucoup plus et il apprend à réagir. Et donc, il finit par en savoir peut-être plus qu'un humain. Sauf qu'on n'est pas toujours à l'abri du docteur Folamour. C'est-à-dire que, pour finir, si le robot prend ses décisions tout seul par robotique, si je peux dire, il a une réaction, il envoie des bombes, mais de l'autre côté, c'est pareil. Ça se fait en automatique. Donc, à quel moment où est la persona? C'est bien là qu'à un moment, il faut imputer une responsabilité. Et c'est tout l'enjeu de ces réflexions. Vous voyez qu'on n'en est qu'à votre chapitre 1, on n'est pas sorti de l'Homère. Passons, à la question du travail quand même. Sur le travail, dans votre chapitre 2, vous insistez longuement sur, bien entendu, l'esclave marchandise. Hein. On ne parle pas de l'esclave du temps d'Homère, encore qu'il y aurait à dire sur Homère. Mais on passe d'un esclave qui est un outil de production, une machine, qui travaille comme une machine dans une usine ou un personnel de service, mais enfin, disons un outil de production. On passe à un esclave dont vous dites qu'il est un capital, c'est-à-dire qu'il produit une rente ou des revenus, ou bien parce qu'il est loué, ou bien parce qu'il a un travail autonome en payant une apophora, à quelqu'un. Donc, comment peut-on concevoir ce travail d'esclave et son évolution depuis l'esclave outil de production travaillant pour celui qui le fait produire, jusqu'à l'esclave qui travaille indépendamment en versant et qui rapporte une rente à celui qui en est son possesseur. Alors comment penser cette évolution ? Comment penser cette évolution et l'importance qu'elle a, bien entendu, parce que c'est là que le travail devient abstrait, comme vous le disiez, une marchandise. Alors, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, on le voit très bien dans les sociétés grecques de l'époque classique et hellénistique, il y a, disons, trois grandes formes d'organisation du travail servile. Il y a évidemment les esclaves qui travaillent directement, que vous mentionnez, sous les ordres de leur maître. Donc on est sous un régime d'exploitation directe. Mais une des grandes originalités des sociétés grecques, mais aussi romaines, c'est le développement de types d'exploitation, de régimes d'exploitation qu'on peut dire indirects, au sens où l'esclave, effectivement, sert à produire une rente. C'est un capital qui sert à fournir une rente régulière à son maître. Donc c'est le louage d'esclaves, mais qui concerne vraiment une masse considérable de types de travaux. Toutes les mines à Athènes au IVe siècle, ce sont des dizaines de milliers d'esclaves. Tout le régime de la prostitution, qui est une composante absolument massive de l'esclavage et de l'esclavage féminin en particulier, repose sur le principe du louage d'esclaves. Bon, c'est un type d'organisation un peu compliqué. Comment, à l'acte, à la journée, à 15 jours, un mois. Eh ben, c'est contradictoire. Alors, si on prend les papyrus de l'Égypte de l'Agide, on a surtout des actes de location des prostituées à la semaine ou au mois. Dans l'Athènes de l'époque classique, on a l'impression, mais c'est pas très clair, qu'il y a aussi de la location à l'acte. Bon. Mais en tout cas, c'est un phénomène vraiment massif. Et puis il y a encore un autre type d'organisation qui relève de l'exploitation indirecte, c'est celui sur lequel vous placez un de vos esclaves, sur une de vos exploitations, une terre, un atelier, une boutique, et il vous verse une rente régulière. C'est sûr qu'un des phénomènes marquants de la société athénienne de l'époque classique, c'est ce développement foudroyant de l'esclavage de type indirect. Alors après, ça donne évidemment une forme d'autonomie aux esclaves, puisque en particulier les esclaves qui sont placés sur l'exploitation de boutiques ou de banques, par exemple, c'est extrêmement fréquent. On a beaucoup de figures d'esclaves banquiers au IVe siècle. Ce qui se passe, c'est que ces esclaves peuvent faire du profit avec l'exploitation de leur maître, et une fois qu'ils versent leur rente, ils accumulent
des fonds qui peuvent être parfois considérables. Et c'est là qu'on a le cas de figure très Passion. célèbre de Passion, qui est un banquier du début du IVe siècle, qui est d'abord esclave, placé par son maître à la tête d'une banque, puis qui est affranchi, puis qui ouvre lui-même sa propre banque, et qui devient, selon certaines sources, le plus riche Athénien du milieu du IVe siècle. C'est évidemment un cas tout à fait exceptionnel. Mais ce qui est important, c'est qu'en même temps, en termes de droit, et là il faut revenir quand même au droit, c'est-à-dire à ce qu'est l'institution esclavagiste, l'esclave n'a jamais la propriété sur cette somme d'argent absolument considérable qui peut avoir ce trésor qui peut avoir constitué dans l'exploitation. Il ne peut pas se faire de pécule. Pourtant, on voit des esclaves achetant eux-mêmes d'autres esclaves. Oui, mais c'est toujours, c'est vraiment extrêmement important, c'est toujours en dernière instance le maître qui possède l'ensemble des biens. Donc il y a toujours évidemment une très grande vulnérabilité, une très grande précarité sur cet argent ou parfois même ces petites fortunes que les esclaves peuvent contrôler. Et de ce point de vue-là, en Grèce ancienne, il n'existe rien qui s'apparente au pécule tel qu'il va exister en droit romain. Puisque le pécule, en droit romain, c'est quand même la reconnaissance, disons, non pas d'un droit de propriété à proprement parler, mais en tout d'un espace ou d'un droit de possession qui est celui des esclaves. Ça n'existe pas en Grèce. Donc l'esclave, et c'est vraiment extrêmement important pour moi, est toujours... mais c'est un texte d'Aristote le dit très très bien. L'esclave est une partie intégrante du maître. C'est le prolongement du maître. Il n'a absolument aucune existence légale et c'est vraiment le prolongement du maître. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait de tout l'argent? Il n'est pas du tout propriétaire. Il paye un loyer à son maître, l'apophora. Il a une autonomie gestionnaire. Il tient la banque, il tient la boutique, il tient la boucherie. Il paye son maître. Mais tout ce qu'il gagne en plus ne lui appartient en principe donc pas. Que se passe-t-il si le maître veut le récupérer? Mais si le maître veut le récupérer, il le récupère. Après, on entre dans quelque chose sur lequel les textes sont très peu explicites, sur lequel ils sont très peu éloquents. C'est qu'il y a quand même un rapport de force entre le maître et l'esclave. On peut imaginer que la rente que verse l'esclave à son maître peut se renégocier régulièrement. Bon, et puis, ce qu'on voit quand même assez souvent, c'est des esclaves qui, avec cet argent, achètent leur liberté à leur maître. Mais pourquoi l'achètent puisque le maître en est maître de l'argent qu'ils ont en plus? Ah oui, non, mais c'est informel. C'est informel, puisque dans les actes formellement dont on dispose, on ne voit jamais un esclave ne peut pas contracter avec son propre maître. Ah oui, le maître contracte avec le dieu d'ailleurs, oui. C'est toujours par l'intermédiaire d'une divinité, etc. Donc, voilà ce qu'il peut faire éventuellement avec cette... quand je dis que c'est par l'intermédiaire d'une divinité, c'est parce qu'on a... c'est parmi les plus beaux documents épigraphiques, c'est les plus belles inscriptions du monde grec qui existent. On a, sur une période d'à peu près un siècle, un peu plus de 1200 actes d'affranchissement dans le sanctuaire de Delphes, dans lesquels on voit un maître contracter avec le dieu, avec Apollon lui-même. Et ce sur quoi il contracte, c'est qu'il vend son esclave au dieu. Et c'est comme ça que l'esclave devient libre. L'esclave devient comme ça un affranchi, parce qu'il y a une impossibilité de contracter entre l'esclave et le maître, donc il faut passer par cette figure tierce qui est le dieu. Et le dieu est dit pleinement propriétaire de l'esclave, qui du coup va devenir libre, mais dépendant d'une manière ou d'une autre du dieu. Alors, j'ai encore une question sur ce point, la fiscalité ou l'intervention de l'État. Vous preniez l'exemple de la prostitution, mais sur les pornéias, sur les bordels, la cité d'Athènes lève un impôt. Dans quelle mesure elle intervient? Elle intervient aussi quelquefois de manière tatillonne quand on loue des joueuses de flûte, à tous les sens du terme, si je peux dire, pour finir une soirée. Là aussi, pourquoi l'État fabrique-t-il une juridiction si minutieuse pour régler le cas des joueuses de flûte qu'on loue dans une soirée? Quelle est l'intervention de l'État d'une façon générale et de la fiscalité là-dedans? Pourquoi? C'est considéré de toute façon comme parfaitement licite. La location d'un esclave. Mais pourquoi l'État, par exemple, interdit-il qu'on paye trop cher pour les... Comme la plupart des échanges, comme une grande partie des échanges dans la cité,
il y a une fiscalité qui peut être très très précise. Ah oui, parce que vous disiez très précisément que si on loue trop cher, on n'a pas le droit de demander trop d'argent pour la location, par exemple, des joueuses de flûte. Alors ça, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle de la part de la cité pour que la location de ces joueuses de flûte, ces femmes de statut servile qui accompagnent les banquets, ne soit pas trop élevée. Parce que, d'une certaine façon, c'est un droit démocratique. Ça fait partie du droit de chacun des citoyens de pouvoir avoir accès à ce service qu'est la prostitution d'esclaves. C'est en tout cas comme ça, sans doute, qu'on peut l'interpréter. Au passage, quand même, une question aussi sur les esclaves comme militaires. On peut aussi louer à l'État des soldats, des gens pour qu'ils soient rameurs ou soldats Oui, tout à fait. Soldats oui. aussi. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreux... Alors, évidemment, les historiens du monde grec le mentionnent assez peu. Mais heureusement, les inscriptions le disent, parce que c'est pour eux, évidemment, problématique. Le fait que dans les armées civiques, les esclaves soient une composante tout à fait importante. Ça déjoue, disons, cette idéalité du modèle du citoyen soldat. Ils sont en réalité absolument massifs. Thucydide ne les mentionne quasiment pas, Hérodote non plus, mais on sait qu'ils étaient extrêmement importants. Et là aussi, il y avait un principe, sans doute, de location de ces esclaves. Mais les cités n'ont pas trop de scrupules. Quand il y a des pertes, comment dire, humaines énormes, que ce soit à Argos ou après Cannes ou je ne sais pas quoi, à engager massivement des soldats, voire éventuellement même, plus difficilement Athènes, évidemment, à leur donner. Il y a le cas de Thrasybule. Même ceux qui ont aidé, finalement, ils n'ont quand même pas eu la nationalité, la citoyenneté. Bon, voilà pour le travail. Mon Dieu, on continue. Il faut sauter. Votre chapitre 3 sort une question simple, ça porte sur la parole. La parole, on va simplement peut-être parler, pas de la dénonciation, mais enfin de la torture essentiellement. Et la question dans ce cas-là, vous savez, comme vous l'avez dit et répété, le témoignage d'un esclave à Athènes ne vaut que sous la torture. Dans des conditions, d'ailleurs, dans un système très fermé, avec des réponses qu'il faut annoncer à l'avance en répondant par oui ou par non. Et ma question, ça serait donc, pourquoi la parole d'un tiers innocent sous la torture, dans un système, il est vrai, très fermé, et quelqu'un qui est réduit à encore, est-elle plus véridique que la parole d'un homme libre? L'esclave est un tiers, il est innocent, il n'est pour rien. Pourquoi la torture ou les aveux qu'on obtient sont-elles considérées comme plus vraies que la parole d'un homme libre? C'est extrêmement mystérieux. Mais juste, quand même, je veux revenir sur la procédure elle-même, parce que j'en connais pas. J'ai beaucoup cherché, mais je connais pas d'équivalent, en fait, dans d'autres systèmes juridiques. En fait, les esclaves ne peuvent pas être témoins, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas déposer ou ils ne peuvent pas intervenir lors d'un procès. C'est absolument le privilège des individus de statut libre. Et en même temps, il y a très nombreuses causes, de très nombreuses situations ordinaires dans la vie sociale athénienne où des esclaves pouvaient apporter des informations. La façon dont le droit athénien résout de toute façon cette contradiction, c'est à travers une procédure bien spécifique qu'on appelle le basanos, qui consiste à l'extérieur du tribunal et avant le procès à prendre un esclave et, avec l'accord de son propriétaire, le livrer à la torture. Et donc on parle dans ce cas-là d'une parole extraite du corps ou de la peau même de l'esclave. Et la façon dont les textes anciens le présentent, c'est vraiment l'idée que ce n'est pas l'esclave à proprement parler qui répond à celui qui le torture, puisqu'il n'y a pas de personnalité de l'esclave. C'est son corps. Il y a vraiment toujours cette image du corps parlant, qui est vraiment essentielle dans la procédure du basanos. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en même temps, les plaidoyers du IVe siècle, les plaidoyers athéniens, en font la meilleure des preuves. Ils disent que c'est une preuve largement supérieure à tout ce que peuvent raconter des citoyens lors de n'importe quel procès. Et même, il y a un passage de Lycurgue dans lequel Lycurgue dit « c'est la preuve la plus démocratique
qu'on puisse fournir. C'est vraiment, en fait, extrêmement étrange. Et est-ce que le caractère fermé joue un rôle? Parce que vous soulignez beaucoup qu'il faut dire à l'avance les questions et l'esclave ne peut répondre que par oui ou non. Voilà, la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait, c'est un questionnaire fermé. On dit à l'esclave, est-ce qu'il s'est passé ci, est-ce qu'il s'est passé ça, et l'esclave ne peut répondre que par oui ou par non. Et ce qu'il répond est enregistré sur un document qui ensuite est fermé dans une boîte et on peut y avoir accès au moment du procès. Ce qui, en fait, alors mon hypothèse, c'est de mettre en relation cette pratique avec certaines pratiques oraculaires. Parce que c'est en fait dans des contextes oraculaires, lorsqu'il s'agit d'interroger le Dieu, qu'on retrouve le même dispositif. Puisque dans la pratique oraculaire, il y a deux grands types de pratiques. Il y a ce qu'on appelle la mantique ouverte et la mantique fermée. La mantique ouverte, c'est celle que vous avez peut-être en tête, parce qu'on la retrouve chez beaucoup d'auteurs de l'époque classique. Il s'agit en particulier de la Petite Delphes, c'est-à-dire qu'on vient voir l'oracle, et on pose une question ouverte, et le dieu, par l'intermédiaire de l'oracle, répond quelque chose de complexe, souvent sous forme versifiée, qu'il s'agit dans un second temps d'interpréter. Mais c'est une pratique en fait qui est plutôt minoritaire dans l'ensemble des types de pratiques oraculaires qui existent dans le monde grec. L'autre pratique qui existait massivement, c'est ce qu'on appelle la mantique fermée, où le dieu, alors là on pose des questions tout à fait ordinaires, c'est vraiment qui a empoisonné ma vache, est-ce que je vais avoir un enfant prochainement, et le dieu répond par oui ou par non. Et c'est une parole, encore une fois, évidemment divine, de vérité, qui ne se trompe jamais, comme dit Plutarque. Et je pense que c'est à l'aune de cette pratique oraculaire qu'il faut penser ce qu'est le basanos, qui est vraiment tout à fait unique, parce qu'on est dans un dispositif qui n'a rien à voir avec l'économie de la torture, l'économie de l'aveu, telle que, par exemple, Foucault en avait parlé dans Surveiller et punir, où il s'agit à chaque fois de torturer quelqu'un pour qu'il avoue sa culpabilité. Là, il s'agit de créer une instance qui va dire la vérité, mais dont on sait qu'elle est évidemment innocente, mais par un travail de torture sur son propre corps. Et il y a quelque chose aussi qui m'intéresse dans tout ça, c'est le lien, je pense, profond, mais complexe, entre la question de l'écriture et celle de l'esclavage en Grèce. Parce que dans toute cette procédure, il y a aussi le rapport à l'écriture. Et c'est des figures d'esclaves qui écrivent, où la pensée très complexe en Grèce entre l'oralité et l'écriture, et la façon dont ça s'articule à la question de l'esclavage, c'est, je pense, aussi une question très importante dans ce dispositif. Mais de toute façon, ça n'a rien à voir, si je comprends bien, avec la torture de l'Inquisition, des SS, des Français en Algérie ou des Américains à Guantanamo. Non, je pense qu'on est on est dans une autre histoire. Bon, peut-être encore poursuivre votre chapitre 4, mais on passe vraiment beaucoup de temps. Il faudrait arriver à la question politique importante d'Aristote. Tout de même, la question de l'asile, puisque ça existe aussi chez nous, le droit d'asile. Comment dire, vu qu'aucune loi ne protège l'esclave contre la violence de son maître, qu'est-ce que c'est que l'asile et à quoi ça sert, si je peux dire, d'essayer de se réfugier dans un temple dans des conditions extrêmement, et là aussi, fixées, alors, une juridiction très précise, là aussi. Bon, ce qu'on voit dans le monde grec, c'est qu'évidemment, il existe l'asilia, c'est-à-dire la protection qu'un individu peut recevoir de la part d'une divinité une fois qu'il a accompli un rite de supplication dans le sanctuaire de cette divinité. C'est ce qu'on voit, évidemment, dans les tragédies, abondamment, à propos d'hommes libres. Mais à côté de cette asilie des hommes libres, il y a une asilie servile qui a des règles tout à fait différentes, mais qui permettent effectivement à des esclaves de se rendre dans des sanctuaires pour porter, disons, une accusation contre le traitement qu'ils subissent de la part de leur maître. Et cette procédure est vraiment très très bien attestée, et elle est attestée aussi sous des formes différentes dans un nombre considérable de sociétés esclavagistes. Alors, dans les différentes cités du monde grec, ça fonctionne de façon différente. À Athènes, on voit bien, c'est dans le vieux sanctuaire de Thésée à Athènes, les esclaves pouvaient se rendre, mais jamais, dans aucun cas qu'on connaît à Athènes ou ailleurs, ils ne pouvaient obtenir la liberté. C'est-à-dire jamais cette procédure ne débouche
sur l'affranchissement. Et dans le cas athénien, ce qu'ils peuvent demander, c'est tout un acte rituel, c'est demander à être revendus. Donc ils sont revendus à un autre, dans ce cas-là, à un autre maître. Mais alors dans ce cas-là, comment dire, est-ce que ça n'a pas l'air d'être la reconnaissance de l'humanité? Dans ce cas-là, c'est simplement la valve d'une cocotte minute, si je peux dire. Comment on peut interpréter quelque chose de ce genre? Parce qu'il a quand même, tout esclave a le droit, dans des conditions précises, en attendant longuement, demander à se réfugier dans un temple et demander à être revendu à quelqu'un qui soit moins brut. Il y a une forme de reconnaissance, si on veut, d'une humanité, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit tellement une c'est plutôt question. La cocotte minute, là. La reconnaissance d'une humanité, en tout cas d'un lien spécifique que l'esclave peut nouer avec un dieu. Ça, c'est voilà, il y a une reconnaissance absolue. Mais ça existe dans pas mal de cultures. Ça veut donc dire, comment dire, que l'esclave a non pas une possibilité de ne plus être esclave, mais une possibilité ça n'existe pas dans les sociétés coloniales. Oui. Dans les sociétés coloniales vrai, américaines, ça n'existe pas. Et en fait, c'est ça l'exception. L'exception, c'est plutôt ce système d'esclaves en fuite et qui crée des communautés de marrons au Brésil, en Amérique. Ou aux Antilles, c'est-à-dire des sociétés qui n'envisagent pas ce dispositif. Oui, ils font dans la montagne une autre société, oui, c'est des esclaves marrons. Bon, peut-être, on va quand même peut-être arriver à ce dernier point, celui de la politique, c'est-à-dire la politique d'Aristote. Aristote, pour finir, fait... Pas toujours d'ailleurs, parce que tout le monde dit, Aristote a dit l'esclavage, c'est par nature, kataphusin. Mais justement, au même endroit, il dit que ce n'est pas toujours le cas, là aussi. On ne lit pas toujours en entier. Mais pourquoi est-ce qu'il naturalise, est-ce qu'il met l'esclavage, il en fait quelque chose de naturel? Et quel est l'avantage de cette dépolitisation ou neutralisation de l'esclavage? Ça veut dire qu'il botte en touche, enfin c'est... Non, mais pour moi, ce qui est important, c'est que... C'est vraiment Aristote, c'est le tournant. Effectivement, c'est le grand tournant. C'est-à-dire la grande erreur que souvent on peut commettre, c'est de considérer que Aristote est le seul auteur qui a véritablement proposé une théorie de l'esclavage et qui a justifié le fait esclavagiste. Et la tendance que peuvent avoir les historiens, c'est du coup de considérer que Aristote nous livrerait ce que serait la pensée grecque de l'esclavage. Or, il faut bien restituer la spécificité du propos d'Aristote dans l'ensemble d'une histoire très longue de la pensée grecque au sujet de l'esclavage. Et ce qui est très frappant, on le voit bien chez les auteurs de la fin du 5e siècle et évidemment chez Platon ou chez Xénophon, c'est que en réalité pour eux la question centrale, en fait ils observent dans leur propre société l'explosion du fait esclavagiste. Ça les trouble infiniment. Et ils se posent la question de savoir quelle est de toute façon cette nouvelle société. Et leur question est bien celle de savoir ce que l'esclavage fait au fonctionnement du pouvoir et à ce qu'est la politique dans, disons, l'Athènes du 5e siècle ou du début du 4e siècle. Et chez Platon, chez Xénophon, mais avant, chez un autre auteur de la fin du 5e siècle, qui est un auteur anonyme, il est très clair pour eux que l'esclavage, c'est-à-dire le lien qui existe entre un maître et son esclave, est une forme de relation politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre ce qu'ils appellent, ce qu'on peut appeler l'arché despotique, c'est-à-dire le pouvoir qu'un maître a sur son esclave, et l'arché politique, ce qui est pleinement du registre du politique, au point que chez certains de ces auteurs, le lien entre un maître et un esclave peut servir de modèle théorique pour penser une relation idéale entre des individus de statut libre. Mais l'esclavage fait pleinement partie des types de relations politiques. C'est à cette question-là, et seulement, en tout cas, principalement à cette question-là, que Aristote répond dans le premier livre de la politique, puisque Aristote dit bien que l'esclavage, et justifie l'esclavage kataphusin, en nature, il y a des individus qui sont esclaves par nature, au sens où le lien qui existe entre un maître et un esclave n'est pas de nature politique. Il est ontologiquement de nature différente que tout type de lien que peuvent avoir entre eux des individus de statut libre. Et de ce point de vue-là, Aristote pose, mais à mon avis, je pense quelque chose qui est, j'insiste un peu dans le livre, qui est fondamental ensuite dans l'histoire de la philosophie politique, c'est-à-dire l'exclusion de la question de l'esclavage des figures ou des formes de la politique. La politique commence à partir du moment où la question de l'esclavage, de toute façon, est placée de côté, où elle est, on pourrait dire, refoulée.
Oui, mais enfin, ça revient après. Si je peux dire, le crime d'Aristote, c'est qu'on le retrouve dans la controverse de Valladolid en 1750, dans la controverse de Philadelphie en 1776, et même dans la Révolution française, c'est quand Barnave et le lobby des îles ont perdu la bataille du droit naturel, que pour une fois et pour pas longtemps, les révolutionnaires suppriment l'esclavage. Donc il y a quand même bien le rôle d'Aristote de ce côté-là est énorme. Sauf qu'il y a, alors bien sûr, et puis on pourrait penser à tous les anti-abolitionnistes du 19e siècle qui ne cessent de se référer à Aristote aux États-Unis, en Europe, en disant mais regardez la grandeur de ce qu'a été la civilisation gréco-romaine. C'est payé du prix de l'esclavage. Et à chaque fois, on utilise le premier livre de la politique d'Aristote pour justifier l'esclavage pendant toute la fin du XVIIIe et tout le courant du XIXe siècle. Après, dans cette histoire-là, il y a une racialisation de la pensée d'Aristote. Alors que le terme de physis chez Aristote est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas de pensée de l'esclavage en termes de race dans l'Antiquité. Jamais, absolument jamais. Sauf si on considère que bien sûr, il existe dans l'Antiquité des propos, une forme de xénophobie ou des propos négatifs sur telle ou telle culture, etc. Mais une justification de l'esclavage qui serait fondée sur quelque chose... Non, mais c'est pas des races, mais c'est quand même une infériorité. C'est quand même il y a des hommes et il y a des singes, si je peux dire. C'est bien ça le truc naturel quand même. Bien sûr, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est esclave, mais c'est parce qu'on est un inférieur d'une certaine façon. Il l'a bien affirmé nettement. Sur quelle base? C'était un postulat quand même. Comment pouvait-on dire? Bien sûr, mais juste après, alors c'est le point, disons, parce que c'est le point le plus problématique dans le cataphucine d'Aristote, parce que c'est une expression qui même a plusieurs dimensions dans la pensée d'Aristote. Et Aristote lui-même est très embêté quand il va jusqu'au bout de son raisonnement, parce qu'il est bien obligé de reconnaître que très souvent... On est capturé par des esclaves, voilà, très souvent, pris à la guerre. Il y a des esclaves qui l'ont été... évidemment malgré eux, alors que naturellement, ils n'étaient pas destinés à être esclaves. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas de conception racialiste de l'esclavage dans l'Antiquité. Et on ne peut pas s'appuyer sur Aristote pour ensuite le fonder. Enfin, il y a eu une grande torsion, disons, de la pensée d'Aristote à partir du 15e, 16e siècle. Mais qu'est-ce que c'est pas aussi quelque chose, d'extrêmement moderne? Comme vous disiez vous-même, Xénophon ou Platon disent que la relation de commandement est la même, que ça soit dans la famille, dans l'armée, que c'est partout la même. Et évidemment, Aristote répond pas du tout. La relation de commandement avec des hommes libres n'est pas de celle qu'on a avec des esclaves, elle est différente. C'est-à-dire que là, il y a des moments où je me demande, si vous voulez, si le new management, c'est pas justement une façon de gérer des gens qui ne sont pas véritablement vos égaux. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous les infantilisez, vous avez des droits sur eux, parce que vous êtes le principal du collège ou qui que ce soit. Mais enfin, ça veut dire qu'il y aurait à ce moment-là deux pouvoirs et deux discours différents, c'est-à-dire un discours de citoyen parlant aux autres citoyens et un discours de patron ou de directeur parlant à des gens qui sont des subordonnés. Est-ce que c'est pas ça qui fonde aussi Aristote, en différenciant, la basiliquée, la basiliquée épistémèle, qui est applicable à tout, mais qui n'est pas applicable aux esclaves, parce que cela, on leur commande. Et il crée une despotiquée épistémée. Il parle d'une despotiquée épistémée. Il y a un savoir pour mener les esclaves. Est-ce que c'est ça le new management, si je peux dire, des esclaves? Alors ça, je sais pas si je vous suivrai. C'est vrai. Parce qu'en plus, dans le New Management, on pourrait dire qu'au contraire, c'est fondé sur l'incitation à la liberté. Fausse liberté. Fausse liberté, etc. Mais ça, on peut être tout à fait d'accord. Mais je pense... le rapprochement, je suis pas sûr de le... À un moment, vous dénoncez la métaphore, et là, je ne sais pas si on ne tombe pas dans la métaphore, vous savez, de celui qui est celui qui dirige, enfin celui qui est le pilote, celui qui est le pilote, mais aussi le premier de cordée. Enfin, les métaphores, c'est vachement dangereux, si je peux dire, parce que ça dit plus que ça veut dire. Bon. Est-ce que là-dedans, quand même, il ne faudrait pas revenir dans ce que vous disiez vous-même, c'est-à-dire que,
l'esclavage, et notamment l'esclavage économique, ça a une histoire. C'est pas pareil peut-être au temps d'Homère, c'est pas pareil au temps de l'esclavage marchandise, et c'est peut-être pas du tout. Et ça commence à évoluer. Comment dire, à Rome. Là, je m'éloigne un peu de ce que vous disiez. Mais est-ce que c'est pas, j'allais dire, au lieu, si vous voulez, de l'opposition qui est très forte dans ce que vous dites entre les libres et les esclaves, est-ce qu'on ne peut pas aller vers un système beaucoup plus souple de type Vernan, c'est-à-dire un système où il y a les citoyens au centre, les périèques autour, les esclaves faisant encore partie de la communauté, parce que, comme disent des gens qui ont été, persécutés par les nazis, ils vont encore mieux être, si je peux dire, esclaves et vivants et à l'intérieur d'une communauté qu'à l'extérieur. Donc, les esclaves en dehors, et puis tout à fait en dehors, les barbares qui ne sont pas orientés vers le centre, mais orientés vers autre chose. C'est-à-dire que là, c'est plutôt une objection. Vous avez beaucoup, dans votre livre, insisté sur l'opposition des hommes ou des libres. Est-ce que c'est pas quelque chose de plus compliqué, la cité grecque, justement, avec ces cités, avec ceux qui sont de plein droit, puis ceux qui ont moins de droits, puis ceux qui n'ont plus de droits du tout, et ceux qui sont à l'extérieur? Non, je ne crois pas. Là, je suis vernantien, parce que c'est l'idée de Vernan que je vous donne. Ce que vous dites, là, ce que vous décrivez, c'est valable pour Sparte. Enfin, quand vous parlez des périèques, etc. Mais les métèques, disons les citoyens, les métèques, qui ont déjà moins de droits, les esclaves qui n'en ont plus du tout. Non, moi je pense que, la façon dont les Grecs eux-mêmes pensent ce qu'est une cité et ce qu'est une communauté d'individus, c'est d'abord à partir de cet acte de distinction, de séparation et de relégation qui est fondamental. Et c'est-à-dire que esclaves et libres ne font pas société, n'appartiennent pas à la même société. Donc on est dans un cadre, de ce point de vue-là, intellectuel, théorique, symbolique, qui n'a rien à voir avec des sociétés d'Ancien Régime, qui d'une certaine façon, on pourrait dire, pour le dire très très vite, que sont des sociétés inclusives et hiérarchiques, au sens où chacun, quel que soit son statut, a une place bien ordonnée dans un système hiérarchique. C'est pas du tout comme ça que les Grecs, dans toute la pensée politique grecque de l'époque classique, mais je pense que on touche vraiment quelque chose de fondamental de la façon dont fonctionnent les cités. C'est d'abord, il y a un acte de séparation qui définit la communauté des ayants droit, la communauté de ceux qui peuvent prendre la parole, qui peuvent avoir accès à la terre. Et ensuite, il y en a qui sont extérieurs. Mais ce n'est pas la même société. Il n'y a pas de terme en grec pour dire ce que serait une société qui inclurait ces deux parties d'une même population. Il n'y a pas tout de même une sorte de droit coutumier non écrit. Là, c'est ce que j'allais dire, c'est très bête, mais l'esclave, quand il est dans sa familia, il peut quand même avoir une épouse, des enfants. Il est évidemment toujours soumis à cette pression émotionnelle qui fait que du jour au lendemain, on va le battre d'abord et éventuellement le vendre ailleurs et le séparer de tout ce qu'il aime. Mais est-ce que dans une sorte de droit coutumier, il ne se passe pas autre chose dans la réalité? Peut-être, mais encore une fois, les sources anciennes ne disent à peu près rien. Vraiment très très peu de choses. Jamais les dans aucun texte. Mais ils ne disent à peu près rien des familles d'esclaves. Et de toute façon, il faut quand même revenir à ça, en droit, ça n'existe pas. Il n'y a pas de reconnaissance d'un lien s'apparentant au mariage entre deux esclaves, ni évidemment d'un lien de filiation possible entre un esclave et ses enfants. Les enfants de l'esclave appartiennent évidemment intégralement au maître. Et par ailleurs, on a quand même de très très nombreux textes de l'époque classique qui insistent, parce que je pense que c'est quand même une des grandes particularités aussi par rapport aux sociétés coloniales d'Ancien Régime, qui insistent sur le soin que doit prendre un maître à avoir des esclaves de différentes origines et de recourir au marché. C'est Platon qui le dit là. De recourir au marché davantage que sur la reproduction de ses propres esclaves. Et on est dans un système de toute façon où, comparativement à de très nombreuses autres sociétés esclavagistes, les esclaves sont très peu chers parce que on est dans un monde en guerre perpétuelle, donc les stocks d'esclaves se renouvellent en fait très très régulièrement. Les prix sont extrêmement bas et la reproduction de la population servile, elle se fait bien davantage sur l'achat ou l'entrée de nouveaux individus dans le statut d'esclave que sur la reproduction
des esclaves Mais à l'intérieur des... attendez quand même. familles. Sur le prix des esclaves, dans Homère, une femme vaut 4 bœufs. Mais dans les hermocopides, c'est quand même la moyenne, c'est 170 drachmes. Les esclaves, la moyenne des esclaves vendus, les mineurs du IVe siècle, c'est aussi 170 drachmes. Si une drachme est le revenu d'un ouvrier pour un jour, ça fait quand même assez cher pour les esclaves. Enfin, Et après, on parle de centaines de milliers pour les jolies filles ou pour les spécialistes, les orfèvres, les bijoutiers, ils sont achetés très très cher. C'est-à-dire que finalement, l'esclave n'est pas si bon marché que ça. Ah non, quand... 170 drachmes, Non, est-ce que c'est 170, j'allais dire, journées d'ouvriers? Oui, tout à fait. Mais sur la stèle, il y a des prix qui sont extrêmement différents. On est de Ah bon, on 1 peut à avoir 10. des esclaves à 3 sous. Il y en a qui sont nuls et pas mal foutus, bien sûr. Oui, mais comparativement, quand on prend tous les prix d'esclaves, je vous assure que c'est des prix très bas. Vraiment très bas. Mais c'est bien la moyenne, pourtant, pour les hermocopides. Dans l'inscription des hermocopides, la moyenne des prix des esclaves, c'est 170. Oui, mais sur les hermocopides, on a 20 prix. On a à peu près 20 Ah prix. oui. Oui, c'est vrai que quand on met 1 million de Gaulois en esclavage, ça fait baisser, ça fait baisser les tarifs. Merci beaucoup, Paulin. Merci à vous. L'ouvrage de Paulin Ismar, La Cité et ses esclaves, fiction, institution, expérience, est paru aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 27 novembre 2019. Paulin Ismar est aussi l'auteur de L'événement Socrate, chez Flammarion en 2013, prix du livre d'histoire du Sénat, et de La démocratie contre les experts, les esclaves publics en Grèce ancienne, publié au Seuil Édition en 2015, et prix des rendez-vous de l'histoire de Blois, et prix François Millepierre de l'Académie française.